Je ne pense pas que le public allemand a battu le public français, mais il a été tout de même incroyable. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de Bash in Berlin 2024. Et le show débute directement avec Cody Rhodes qui défend son titre de champion de la WWE face à Kevin Owens dans un combat de plus de 25 minutes. Ma note pour ce match est de 5 étoiles sur 5. Je précise une nouvelle fois que les étoiles sont personnel et que bien évidemment si vous n'avez pas le même avis que moi, eh bien vous n'aurez pas le même nombre d'étoiles que moi. Simplement pour ce qu'il est, pour ce que le match avait à nous délivrer, à nous montrer par rapport à l'histoire racontée depuis des semaines, je pense que le match est parfait. Les deux catcheurs avaient tout simplement le public dans leurs mains, une ambiance déjà extraordinaire pour ce début de show, et petit spoiler, c'est le cas pendant tout le long du show. On a un début de match qui est assez classique et basique, on n'a pas de grosses prises portées, on n'a pas vraiment de prise de risque, on a un Kevin Owens qui est hyper sérieux, on peut le voir directement dès son entrée, il n'y a pas un sourire, il n'y a quasiment pas un geste envers Cody Rhodes, la tension va même monter entre les deux, c'est-à-dire qu'on va commencer tranquillement à se mettre quelques coups puis quelques claques et la guerre va réellement démarrer. Il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus d'amour entre les deux, non, c'est simplement un match pour le titre de champion. Le rythme du match s'accélère, on a des grosses prises qui sont portées avec le Brainbuster porté par Kevin Owens, mais on a un gros tournant, la blessure au genou de Cody Rhodes, qui nous avait été teasée lors du dernier SmackDown de la part de Kevin Owens, eh bien elle est présente, il va se blesser au genou. Sauf que Kevin Owens ne sait pas quoi faire. Dans un premier temps, il va faire mine de l'attaquer, mais il ne peut pas attaquer son ami Cody Rhodes sur son genou blessé, sauf que dans un deuxième temps, il va finalement l'attaquer, puis va renoncer à porter son énorme powerbomb sur le tablier du ring et c'est un geste qui va clairement lui coûter le match. Même si derrière Kevin Owens porte 2 stunners sur Cody Rhodes et Rhodes arrive à se relever, est-ce que vous y avez cru sur le second stunner de Owens à sa victoire? Moi pas du tout, mais peut-être que certains d'entre vous y ont cru. Ce qui est sûr, c'est que Cody Rhodes va réussir à reprendre le dessus et à remporter ce combat. D'ailleurs, avec plusieurs crossroads qui sont portés, on peut se poser la question sur la légitimité de ce crossroad et sur la pertinence d'en porter 1, 2, 3, 6000. Il perd beaucoup de valeur, je trouve, ce crossroad au fil du temps, mais l'après-match était intéressant. Certains attendaient un heel turn de la part de Kevin Owens, eh bien pas du tout. Les deux vont célébrer ensemble, main dans la main. Même Kevin Owens va lever les bras de Cody Rhodes et ça va s'arrêter là. C'est ce que j'avais pronostiqué avec un Kevin Owens qui ne tournait pas heel. Moi, je suis ravi. J'ai eu la victoire de Cody, un superbe match, pas de heel turn de Kevin Owens en tout cas pour le moment, parce que clairement ça peut arriver par la suite et à la limite j'en serais ravi car on aurait un autre match entre les deux, ça m'irait pour Bad Blood. On enchaîne avec Unholy Union qui défendent leur titre de championne féminine face à Jade Cargill et Bianca Belair, un match qui va durer environ 12 minutes. Ma note pour ce combat est de 4 sur 5, déjà un gros point positif, ce match fait 12 minutes et c'est très bien, je le dis assez souvent, mais tous les matchs n'ont pas besoin de durer 15, 20, 25 minutes. Pour certains c'est légitime et ça fait totalement sens avec l'histoire racontée, là pour ce match-là, il n'y avait pas réellement besoin de plus et c'était assez bon pour ce que c'était. 4 sur 5, ça reste une bonne note, encore une bonne ambiance, même si je dois dire, je pense que c'est la moins bonne ambiance de tous les matchs de la soirée, ce qui veut dire que l'ambiance générale a été excellente. On a repris la formule classique d'une Bianca Belair qui va être dominée pendant un certain long moment, et avec le hot tag incroyable de Jade Cargill derrière qui va sauver Bianca Belair. Alors ça va aller plus loin que ça, et Unholy Union va faire une très belle prestation. J'adore la prestation de Alba Fire, notamment que je trouve justement en feu, mais on retiendra surtout la fin de match avec Fire et Down qui veulent porter leur finish, leur combo, ce backstabber enchaîné avec une Swanton Bomb, sauf que Jade Cargill va faire en sorte que Bianca Belair arrive à se sortir de cette prise et du coup les deux heels se font mal avec cette prise. Derrière, Bianca Belair et Jade Cargill peuvent enchaîner avec leur grosse prise de finition que je saurais même pas nommer tellement elle est particulière mais assez impressionnante et vont donc redevenir championnes par équipe féminine. C'était là aussi mon pronostic.
pas de problème pour le moment, mais surtout, on se pose la question, quelle est la suite? Parce que c'est bien beau de leur redonner les titres, mais la vérité, c'est qu'elles vont affronter les mêmes équipes dans cette division. La division féminine par équipe est assez faible en quantité et en qualité. Du coup, oui, sur le papier, Bianca Belair et Jade Cargill, c'est une superbe équipe qui fait briller la division, mais la division, elle est un peu trop courte. On enchaîne avec CM Punk face à Drew McIntyre dans un strap match de plus de 20 minutes. Ma note pour ce combat est de 4,75 sur 5. Déjà un mot sur la tenue de CM Punk, très classe comme à l'habitude, j'adore les tenues de CM Punk et là tout en blanc je l'ai trouvé incroyable et puis même je trouve qu'il est dans une très bonne forme, dans une très bonne shape et ça se ressent sur le ring. J'ai mis 4,75 par rapport à la stipulation aussi parce que débile comme je suis, j'avais complètement zappé le principe même d'un strap match, c'est-à-dire qu'on va avoir une stipulation où le but c'est de toucher les 4 coins du ring, on va avoir une lumière verte et une lumière rouge pour les deux catcheurs et le but c'est de toucher consécutivement les 4 coins du ring, ce qui te donnera la victoire, chose que j'avais complètement zappé. Je savais qu'on allait avoir ce strap, cette sangle qui va lier les deux catcheurs, mais j'avais complètement zappé la finalité de ce match et du coup ça rajoute quelque chose au combat, de la nouveauté, de la surprise pour moi du coup, et on a le droit à un vrai combat de vétérans et c'est pas péjoratif de dire ça, hein, c'est deux hommes d'expérience qui savent exactement ce qu'ils vont faire et c'est ultra plaisant. Je pense qu'avec cette stipulation, ils ne pouvaient pas faire mieux. Là aussi, on a une ambiance incroyable de A à Z, c'est 20 minutes et c'est très bien rythmé, c'est très bien dosé. Une petite touche intéressante, c'est que CM Punk assez rapidement dans le combat va saigner et ça vous le savez pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, je suis pas un énorme fan du sang quand il y en a énormément et quand c'est trop, mais quand c'est utilisé dans de bonnes occasions, eh bien j'adore. Et là je trouve que c'était la bonne occasion, un match assez violent entre deux catcheurs qui se détestent, du sang, ça me paraît logique et pertinent. Il y a forcément une espèce de dramaturgie sur qui va toucher le 4e coin du ring quand on a déjà 3 touches et qu'on va aller sur le 4e coin et qu'on va remporter ce combat. On va essayer de tirer son adversaire avec la sangle et on joue justement avec ce suspense là et je trouve que c'est bien géré. Là aussi, on a pas mal de gros spots aussi, je pense à un CM Punk qui va passer à travers une table en étant jeté depuis l'intérieur du ring à l'extérieur du ring, même si Drew McIntyre prend des précautions pour jeter CM Punk au bon endroit et de la bonne manière, ça reste un bon spot. Et en fin de match, CM Punk va réussir à prendre le dessus sur Drew McIntyre, va enchaîner 4 ou 5 GTS, il y en a vraiment pas mal, va réussir à reprendre son bracelet, là où il y a le nom de sa femme et de son chien, et va toucher le 4e coin du ring pour remporter ce combat. Fait intéressant, après le combat en interview, CM Punk va dire qu'il en a fini avec Drew McIntyre et qu'il pense maintenant au titre de champion du monde. Je pense que c'est faux, que cette histoire n'est pas terminée, que certes CM Punk veut passer à autre chose, mais que McIntyre va s'en prendre à lui et qu'on aura un 3e match entre les deux à Bad Blood, possiblement un Hell in a Cell. On passe à Liv Morgan et Dominic Mysterio qui font face à Rhea Ripley et Damian Priest, un combat d'environ 15 minutes. Ma note pour ce match est de 4,25 sur 5, ça reste là aussi une très bonne note. C'était sans doute l'un des matchs que j'attendais le moins de la soirée, mais c'est sans doute la meilleure ambiance de la soirée. Je l'avais dit en preview, c'était sûr et certain, Rhea Ripley allait être accueillie comme la star qu'elle est. Vraiment d'énormes pop, de gigantesques pop pour Rhea Ripley tout au long du match. Peu importe ce qu'elle faisait, peu importe si elle était sur le ring ou non, c'était impressionnant. Vraiment, ça a montré à quel point, et on le savait déjà, Rhea Ripley est une énorme star dans le monde entier. Si on doit parler de in-ring, franchement, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, c'est plutôt classique là aussi. J'aime beaucoup le travail de Liv Morgan qui voit que Dominic Mysterio est en grand danger, n'arrive pas à se sortir des griffes de Damian Priest, et du coup, elle va faire énormément d'interventions pour aider Dom, ce qui va clairement l'aider. Dominic, qui se fait détruire pendant les premières minutes, va réussir à reprendre le dessus, mais finalement tout ça ne dure pas très longtemps. On va assez rapidement avoir des interventions de la part du Judgment Day et s'ensuit un chaos général qui est pour moi un poil trop long. C'est aussi pour ça que ma note ne va pas plus haut, parce que j'ai pris du plaisir à voir ce match et le public aussi, mais je trouve que l'intervention du Judgment Day, de Finn Balor, de JD, de Carlito, elle est un poil longue, elle est un peu redondante aussi, et du coup ça me sort un peu de cette fin de match. Il faut tout de même noter la plus grosse
pop de la soirée pour Rhea Ripley qui va mettre entre ses jambes Dominic Mysterio. Oui, cette phrase hors contexte, elle est un peu bizarre, mais vous voyez de quoi je veux parler. La pop est fantastique. C'est la pop de la soirée, Rhea Ripley qui met entre ses jambes Dominic Mysterio. J'en dirai pas plus. Liv Morgan va un peu botcher son finish sur la fin, mais on lui en tient pas vraiment compte. Je trouve qu'elle fait quand même une belle prestation. Il y a un superbe sunset flip powerbomb à l'extérieur du ring contre une barricade qui est portée par Liv Morgan. Donc ce petit botch, allez, on le met de côté. C'est intéressant de voir que Liv Morgan et Dominic Mysterio vont perdre, comme je l'avais pronostiqué, mais c'est Rhea Ripley qui va faire le tombé gagnant sur Liv Morgan. Ça pour le coup, je l'avais pas vraiment vu venir. Je pensais justement qu'on allait se servir de Dominic Mysterio pour prendre le tombé gagnant. Eh bien pas du tout. Donc là clairement, Rhea Ripley va avoir une revanche face à Liv Morgan. J'ai quand même un petit souci avec ça, c'est que Liv Morgan paraît très faible. Elle perd clean assez facilement face à Rhea Ripley. Je comprends pas trop l'intérêt de nous montrer ça. Je comprends pas trop pourquoi on a fait ça. Oui, le rematch, mais si Ripley et Damien Priest battaient Liv Morgan et Dominic Mysterio avec un tombé de Priest sur Dominic Mysterio, Ripley elle était assez légitime aussi. Donc choix assez bizarre. Et dans le main event, Gunther défend son titre de champion du monde face à Randy Orton dans un combat de plus de 30 minutes. Ma note pour ce match est de 5 sur 5, c'est tout simplement un chef-d'œuvre pour moi. Alors c'est un match qui je pense va diviser et je pense que je vais voir énormément de commentaires qui vont me dire qu'ils ont trouvé ça ennuyeux, qui se sont vraiment emmerdés devant ce match et je peux totalement l'entendre. Je pense que ce match n'est pas pour tout le monde, je pense que le catch de Randy Orton n'est pas pour tout le monde, c'est quelque chose que je répète assez souvent, mais si vous n'aimez pas le catch de Randy Orton, eh bien oui, même lorsqu'il est dans de grosses affiches sur le papier face à Gunther, eh bien oui, vous allez vous ennuyer. Moi étant un énorme fan de son catch et de la superstar en général, eh bien j'ai passé un très grand moment devant ce match, même si pour être totalement franc, le match aurait pu durer 5-6 minutes en moins, je pense que ça aurait été pas plus mal. J'en ai pas parlé, mais l'entrée de Randy Orton, messieurs dames, c'était fantastique. Quelle aura, quel charisme, quelle prestance, lui qui pour une fois porte un peu de couleur, hein, le short rouge avec les protège-genoux rouges aussi, j'ai trouvé ça plutôt cool, et puis même pour Gunther, c'est Ludwig Kaiser qui va lui faire son introduction, c'était génial et bien pensé. On parlait d'une superbe ambiance tout au long de la soirée, et bah bien sûr que c'est le cas lors de ce combat, un public qui va être partagé tout au long du combat, ou presque. Au tout début, le public est un peu pour les deux, sauf que Randy Orton va vraiment agir comme le Orton qu'on aime, des petits doigts dans les yeux de son adversaire, des choses qui ne vont pas faire plaisir au public, et donc Orton va se faire huer petit à petit, avec bien sûr quelques acclamations par-ci par-là, mais dans l'ensemble, Orton va jouer le heel comme il sait bien le faire. Et je trouve que ce match est un chef-d'œuvre en termes de selling, la manière de vendre des deux catcheurs, plus particulièrement Gunther qui va être attaqué, qui va être mis à mal dans ce combat par Randy Orton, et je trouve ça logique de le faire parce qu'on voit la bête physique qu'est Randy Orton, on voit à quel point il est énorme, il est massif, et bien voir un Gunther en difficulté face à Orton, je trouve ça assez sensé et bien écrit. Gunther va vendre cette main blessée tout au long du combat, et il y a quelques rappels qui sont plutôt cool. Il y a un Orton à un moment donné qui se trompe de main, et juste en quelques secondes, il se rappelle que ce n'est pas la bonne main qu'il a attaqué, et bim, il re-switch, il attaque la main blessée de Gunther. C'est ce genre de détails qui font toute la différence. D'ailleurs, il y a une séquence qui dure environ 1 minute, où Gunther essaye de porter sa powerbomb, mais n'y arrive pas. Il est bloqué parce qu'il a mal à la main. Il essaye à plusieurs reprises, il n'y arrive pas, il a mal à la main. Jusqu'au moment où il arrive finalement à la porter, et là le moment est immense. T'as l'impression qu'il a porté la plus grande prise du monde, alors qu'entre guillemets, ce n'est qu'une powerbomb. Mais c'est ça le storytelling, c'est la manière de nous vendre une histoire, et c'était parfaitement exécuté. Et surtout, j'ai mis 5 sur 5, parce que pendant ce combat, j'ai eu 12-13 ans à nouveau. Le fan de Randy Orton qui avait 12-13 ans, qui adorait le voir gagner des championnats, eh bien, il s'est retrouvé pendant ce combat parce que j'y ai cru. J'ai cru que Randy Orton allait l'emporter. Un peu naïvement, un peu bêtement, j'ai cru que Randy Orton allait pouvoir gagner ce titre de champion du monde poids lourd. Parce qu'à un moment donné, on joue tellement sur cette blessure de Gunther que je me dis que ça va bien tourner du côté de Randy Orton et qu'avec sa malice, avec son côté vicieux, il va réussir à retourner la situation à son avantage. Eh bien non, on va pas jouer là-dessus. J'adore la fin de combat. On a un Orton qui va être pris dans le sleeper hold de Gunther et il va petit à petit
réussir à positionner ses mains en position RKO, mais il n'y arrive pas finalement, et Gunther arrive définitivement à porter sa sleeper hold et à faire endormir Randy Orton et donc conserver son titre de champion du monde. Pour moi, c'est la perfection. L'après-match aussi, où les deux vont simplement se serrer la main, un grand signe de respect. Bravo messieurs, c'est typiquement le genre de match que je veux voir à la WWE et c'est typiquement le genre de match que je veux voir de la part de Randy Orton en 2024. Bilan de ce Bash in Berlin 2024, eh bien de mon côté on est sur un 9,5 sur 10, on est très proche de la perfection. Je pense qu'avec un ou deux matchs de plus sur la carte, peu importe le niveau, alors j'abuse en disant cela mais vous voyez ce que je veux dire, eh bien on aurait été à 10 sur 10. J'ai trouvé les matchs quasiment tous fabuleux, il n'y a pas un match en dessous de 4 sur 5 de mon côté, et l'ambiance générale, alors pour moi ça ne touche pas, ça n'atteint pas l'ambiance en France lors de Backlash, mais franchement les Allemands ils ont fait très fort, c'était ultra plaisant du début jusqu'à la fin du show, ils ont mis l'ambiance, ils ont chanté des chants propres à eux, bref. Un vrai bon public, de vrais superbes fans et ça fait extrêmement plaisir à entendre. On peut aussi noter que le show a duré moins de 3 heures et ça c'est quand même assez plaisant. Et puis pour nous français ou européens, le show a débuté à simplement 19 h, ce qui fait que tu te retrouves pas à 3 h du matin à regarder du catch et ça forcément en termes de fatigue, c'est quand même bien plus agréable. Bref, comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut